Adieu per tutti, la Provence fait rêver. Ses plages, ses oliviers, son soleil, sa nourriture, les quartiers nord de Marseille, la gentillesse de ses automobilistes. Mais saviez-vous qu'entre deux pastis, une queue de poisson sur l'autoroute et une sieste au champ des cigales, la Provence s'était dotée de sa propre langue? Je ne parle pas d'un vague ramassis jargonneux et argotique qui, bien que très appréciable, reste du français régionalisé. Non, je parle d'une langue comportant sa grammaire, ses mots, sa phonologie, son écriture, sa littérature, ses poèmes, sa propre façon de penser le monde et de le construire. Je vous parle du provençal, une vieille langue qui, malgré des heures difficiles, reste profondément enracinée dans son lieu de naissance et possède une saveur toujours aussi vive qu'à ses débuts. Tout d'abord, le provençal quesaco. Le provençal est une langue romane. Il est issu d'un ensemble de dialectes appelé languedoc. Son espace d'expression se situe entre la côte méditerranéenne, depuis Cannes jusqu'à Arles, et remonte au nord jusqu'à Montélimar. Évidemment, celui-ci ne possède pas de frontières imperméables, ainsi celles que je viens de vous énoncer sont toutes relatives. Ce que l'on peut remarquer est que cette langue s'étale sur toute une région vallonnée à l'est du Rhône, de la côte jusqu'aux régions plus montagneuses du nord jusqu'aux marches d'Italie. Le provençal a l'avantage d'être une langue régionale célèbre. Je n'en doute pas, vous connaissez déjà quelques mots de la langue du Midi, tout comme dorade, masse, garrigue, fada, cagole, peut-être même oustao, souleu. Certains de ces mots renvoient à des réalités propres au monde qui a entouré et qui entoure encore ses locuteurs. Elle est dans le sud de la France comme une espèce endémique, parfaitement adaptée à son environnement. Ainsi, elle diffère du français par son lexique, qui est capable de décrire avec une grande richesse tous les éléments du monde provençal. L'histoire de la Provence maintenant. Comme dit précédemment, le provençal est issu de l'ensemble des Languedoc. Les Languedoc se forment entre la fin de l'Antiquité tardive et le début du Moyen-Âge. On parle pour cette époque d'ancien occitan. Il comporte encore quelques traits le rapprochant du latin, comme la présence de deux cas grammaticaux, le cas régime et le cas sujet. Là où le latin en avait 6. Au Moyen-Âge, on connaîtra les troubadours, poètes de langue occitane. Les plus célèbres viendront du Limousin, mais la pratique poétique s'étalera de l'Atlantique jusqu'en Italie. Bien sûr, nous en retrouvons quelques-uns en Provence, le plus célèbre étant Folquet de Marseille. Mais cette période de prospérité linguistique arrivera à son terme avec la croisade des Albigeois. Entre 1209 et 1229, les barons du nord de la France entrent en guerre contre ceux du sud, car ces derniers ont laissé s'installer l'hérésie cathare sur leurs terres. Les élites du Midi seront remplacées par celles du nord, et cela sonnera le glas de l'âge d'or de l'Occitan médiéval. Un deuxième coup important sera porté au Provençal en 1539 avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts sous François Ier. Ce texte législatif, encore en vigueur aujourd'hui, instaure que c'est désormais le français, et uniquement ce dernier, qui sera utilisé dans les documents administratifs. Là où avant cela, le latin possédait une part importante de l'administration, ainsi que certaines langues régionales. C'est donc le français langue d'oil, des alentours de Paris, parlé par le roi et sa cour, qui va prédominer dans l'administration du pays. Puis, après cela, dans tous les domaines de la vie. Pour autant, même s'il perd définitivement son statut de langue administrative, le provençal ne disparaît pas, et continue d'être utilisé par certaines élites. On notera qu'au XVIe siècle, donc au même moment que Villers-Cotterêts, le poète Louis Belot de la Belaudière, nom très stylé, on approuve, va produire des poèmes, s'adaptant au style de son époque, à celui de Clément Marot, surtout. Il est parfois également rapproché de François Villon, de Ronsard, du Belay, etc. À cette même période, la langue devient plus reconnaissable. Elle perd ses cas grammaticaux, tout comme le français langue d'oil. Au XVIIe siècle, on retrouve une effervescence poétique à Aix-en-Provence. Souvent, les thématiques abordées tournent autour du carnaval. On retrouve tout d'abord Claude Brueys, qui sera connu pour ses poèmes, mais aussi pour être une énorme michto. Non, sans déconner, le mec s'est arrangé un mariage qui lui a permis de ne plus jamais travailler de sa vie, on en reparlera sans doute. Vient ensuite Gaspard Zerbin, connu pour ses pièces de théâtre humoristiques, des sortes de farces. On retrouvera
Également Jean de Cabane à la fin du siècle, avant que l'épicentre de la culture provençale ne se déplace vers Marseille avec des auteurs du XVIIIe siècle tels que Jean-Baptiste Germain, auteur de farces, et Toussaint Gros, un fabuliste. On note qu'à la fin du XVIIIe siècle, le français standard est encore peu utilisé dans le monde occitan. La Révolution française va porter un nouveau coup à la langue provençale. Alors que Marseille se sera faite révolutionnaire en 1792, prenant le palais des Tuileries à Paris et permettant la destitution du roi, elle s'en retrouve contrariée en 1793 lorsque débute la Terreur et que les Jacobins commencent à centraliser tout le pouvoir à Paris. Une armée contre-révolutionnaire sera montée mais se fera oblitérer aux alentours d'Avignon. S'ensuit la destruction de l'identité provençale, Marseille étant d'ailleurs rebaptisée la ville sans nom pendant quelque temps, ainsi qu'un combat contre les langues régionales, notamment initié par l'abbé Grégoire, que vous voyez ci-contre. Malgré cette période trouble et difficile pour la langue provençale, elle parvient à subsister. Au XIXe siècle, un mouvement littéraire va à nouveau promouvoir la langue. Il se structure derrière une importante figure, Frédéric Mistral. À ne pas confondre avec son neveu d'ailleurs, qui porte le même nom. Né en 1830 d'un père propriétaire terrien et ayant grandi aux abords d'Avignon et d'Arles, dans le village de Maillanne, il recevra une bonne éducation et ira à l'université d'Aix-en-Provence. En 1854, il fondera avec d'autres poètes provençaux le Félibrige, association dont les membres prendront le nom de Félibre. Ils seront à l'initiative d'une nouvelle forme d'écriture, la graphie mistralienne. Tout comme la création d'un dictionnaire de langue provençale comprenant plusieurs dialectes, sur la base de recherches menées par ces derniers. Cet ouvrage se nommera Le Trésor du Félibrige ou Le Trésor du Félibrige. Mistral sera également auteur de plusieurs classiques de la littérature provençale, par exemple son roman en vers le plus connu, Mireille. Il sera promu dans des cercles littéraires romantiques français, notamment par Lamartine. Finalement, le XXe siècle, après les deux guerres mondiales, verra une reconnaissance du provençal Languedoc comme langue régionale par l'État français, ce qui permettra son enseignement dans le système éducatif public. Le style littéraire évoluera, sortant de la versification pour aller vers des formes romanesques plus modernes, en prose, comme chez Bernard Giely par exemple. On pourra citer quelques poètes et auteurs de pièces de théâtre tels que Max-Philippe Delavouette et Joseph Darbaud. Le félibrige existe encore aujourd'hui. De nouveaux mots sont toujours créés et entrent dans l'usage chaque année. La langue se modernise. Les dialectes du provençal. Le provençal comprend plusieurs dialectes. On notera que le plus connu est le dialecte rhodanien, celui que parlait et écrivait Mistral. Comme l'indique son nom, il est parlé aux abords du Rhône, des Saintes-Maries-de-la-Mer jusqu'à Valence et s'étale également vers l'est, dans la plaine de la Crau, au nord des Alpilles, vers Salon de Provence. C'est le dialecte que j'ai appris, donc celui dans lequel je m'exprimerai sur cette chaîne. Plus au sud, nous avons le dialecte maritime. Il s'étale sur toute la côte en passant par Marseille, Toulon, Fréjus, Cannes, remonte un peu dans les terres, vers Grasse ou encore Aix-en-Provence. Il est un petit peu moins diffusé que le rhodanien. Pour vous donner quelques différences non exhaustives, on retrouve des diphtongues et triphtongues plus riches en maritime. Par exemple, la porte se dit la porte en rhodanien et la puerta en maritime. Ensuite, il est fréquent que les E finaux du rhodanien deviennent des I en maritime marseillais. Par exemple, le mot pour collège se dit luculege en rhodanien et luculegi en maritime. Comment écrit-on et prononce-t-on le provençal ? L'on retrouve deux graphies. Une graphie à tendance phonétique, dite mistralienne, et une graphie à tendance étymologique, dite classique ou alibertine, du nom de son inventeur, Alibert. J'utilise uniquement la mistralienne, alors c'est plutôt de celle-ci dont je vais vous parler. Je laisse le soin à d'autres de vous présenter la graphie alibertine. La graphie mistralienne tire son nom de son inventeur, Frédéric Mistral, homme de lettres ayant initié une revitalisation de la langue au XIXe siècle. Pour cela, il a codifié l'écriture, ou la graphie, pour qu'elle soit la plus phonétique possible. Le seul point étant réellement dur à appréhender pour un apprenant, selon moi, étant le placement des accents. Passons maintenant aux consonnes. On retrouve les consonnes s'écrivant comme en français, me, ne. Le nye s'écrit comme en français, p, b, t, de.
Le que s'écrit comme en français, avec QU plus une voyelle, donc QUA, QUO, etc. QU fera toujours ce son-là, alors que C plus une voyelle ne fonctionne qu'avec CA, CU ou CO. Le son GE, comme en français, se prononce GE devant un A, un U ou un O. Il se prononcera JE devant un I ou un E. Et le C se prononcera SE devant un I ou un E. Feu, ve s'écrivent comme en français. Che, écrit CH, se prononce tche. Et il n'y a pas de je, mais je, écrit avec un J. Ou un G additionné d'un I ou d'un E. On retrouve deux spirantes, le ye, qui s'écrit soit avec un H, soit avec un I, et le U, prononcé ye, comme dans le mot français nuit. Le R peut être soit roulé, r, soit prononcé à la française. Le L se prononce comme en français. Les voyelles se prononcent dans leur majorité comme en français. Quelques spécificités, le E se prononce soit E, selon les contextes. Le U seul se prononce U, comme en français, et le Y a disparu de l'alphabet provençal. On retrouve également de nombreux diphtongues qui colorent la langue. Ai, ao, ei, eo, oi, ou, ye. On retrouve également quelques diagraphes, tels que les deux OU que vous voyez ici. Alors, pour les accents, ne faites pas trop attention. La majeure partie du temps, ce sont des accents qui servent à montrer l'accentuation. On retrouve également quelques triphtongues et quadriphtongues. Donc, triphtongue, 3 voyelles, quadriphtongue, 4 voyelles. Tels que yeo, oyo, yo, yao, yuei, ye, wai, yao. On note un grand nombre de voyelles nasales. Là où le français n'en procède que 3, en, on, un. Le provençal en procède 6. En, on, en, ing, un. En, on, un, ing, un. Donnons maintenant quelques exemples de provençal pour en illustrer la grammaire. Tout d'abord, le genre. La chambre, la chambre. L'amigo, l'ami, avec un E. La fenestre, la fenêtre. Vous devez remarquer quelque chose d'étrange ici. Tous ces mots sont féminins. Car en provençal, le A atone latin est devenu un O ouvert. Il s'agit de la marque du féminin la plus courante, le A. Lou parpaillon, le papillon. Lou bosse, le bois. Lou jour, le jour. Les masculins sont souvent marqués par une consonne finale. Lou casteo, le château. Lou mistrao, le mistral, le vent. Lou stao, la maison. Ainsi, vous voyez que beaucoup de masculins se terminent par un diphtongue se terminant lui-même par un U à l'écrit, prononcé we à l'oral. Il s'agit souvent d'un L final qui s'est amui avec le temps. On peut prendre l'exemple du mot casteo, qui vient de castel, qui donne en français chastel, puis château, ou encore en anglais castle. Lupaire, le père. Lulume, la lumière. La maire, la mère. La sore, la sœur. Certains substantifs se terminent en E. Ils peuvent être soit féminin, soit masculin. Pour cela, vous n'avez pas vraiment le choix, il faut les apprendre. Passons à la conjugaison. Nous allons commencer avec les infinitifs. Ama, aimer, resta, rester ou habiter, manja, manger. Vous remarquez ici que le premier groupe se forme avec une terminaison en A tonique, contrairement au français langue d'Oil qui a fait sa terminaison en ER. Le provençal languedoc fait comme la plupart des langues romanes et forme sa conjugaison infinitive du premier groupe sur la base de la terminaison latine en are, comme l'italien, are, comme l'espagnol, ar. Fini, finir. Ausi, entendre, ouïr. Grandi, grandir. Cette fois-ci, le deuxième groupe ressemble un peu plus au français, et comme pour le premier groupe, le R français et latin est tombé. Prendre, prendre. Vivre, vivre. Anna, aller. Parti, partir. Comme pour le français, l'on retrouve en provençal un troisième groupe un peu fourre-tout, avec quelques verbes irréguliers qui peuvent parfois ressembler aux verbes du premier groupe ou du deuxième groupe, mais n'en font pas partie. Voilà, si vous le permettez, nous allons passer maintenant à quelques exemples pratiques. Nous aurons donc 3 phrases. Ah, mais vivre din aquestu stau, j'aime vivre dans cette maison. Ah, mes, ana anarle, per veire son père, tu aimes aller à Arles pour voir leur père. Anan au marca, per prendre a menja. Nous allons au marché pour prendre à manger. Dans les exemples qui suivent, vous remarquez une première chose. Le provençal utilise peu les pronoms sujets. Par exemple, si jamais nous conjuguons le verbe ama, qui veut dire aimer en provençal, nous aurions
ame, ames, amo, amant, amas, amo, ce qui signifie donc j'aime, tu aimes, il aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment. Vous remarquez donc que le pronom sujet est optionnel, un petit peu comme en italien, mais il peut être utilisé dans certaines phrases, notamment comme figure de renforcement. Par exemple dans la phrase « Io ame vivre in questo stau » « Moi, j'aime vivre dans cette maison ». Vous remarquez une deuxième chose, la place de l'accent est importante. Par exemple, nous avons ames, ames, où le A est accentué pour dire tu aimes, et amas, où c'est le deuxième A de la terminaison, la deuxième syllabe qui est accentuée. Vous noterez également un autre élément. Dans la phrase ames ana anarle per veire sum paire, vous voyez ce anarle. Mais que fait donc ce N ici ? Ce N est utilisé comme élément euphonique, c'est-à-dire un élément qui dans la phrase doit servir à harmoniser les différents sons, les différents phonèmes. C'est-à-dire que le français va se permettre un hiatus en disant « à Arles ». Il y a une petite pause entre le « a » et « Arles ». Le provençal n'aime pas ça. Le provençal, dans ce genre de situation, va placer un « N » pour pouvoir mieux prononcer le mot. Deuxième chose que vous devez remarquer, le pronom « sum », traduit ici par « l'heure ». Eh bien ce pronom peut être aussi traduit par « son ». En provençal, l'adjectif possessif « l'heure », qu'il soit au singulier ou au pluriel, n'existe pas. Il est dans une situation analogue à la langue latine, où l'heure n'existe pas non plus. Alors comment on fait ? Tout simplement, on n'a pas de distinction entre sum, sa, si, qui peuvent être traduits par son, sa, c'est, mais également par l'heure au singulier ou au pluriel. Voilà, il y a beaucoup de particularités grammaticales et lexicales, ou encore phonétiques, que j'aurais aimé partager avec vous, mais l'heure tourne et cette vidéo n'a pas pour propos de vous enseigner le provençal, juste de vous y introduire. Je ne suis moi-même pas un professeur de provençal, et si vous voulez l'apprendre, je ne peux que vous encourager à vous renseigner et à vous inscrire à un cours de langue occitane. Mais si vous voulez un avant-goût un peu plus affirmé de la langue, je vous renvoie vers la chaîne YouTube d'Emmanuel Desilles. Il est lui-même professeur de provençal et maître de conférences à l'université d'Aix-en-Provence. On y trouve 2 séries de vidéos, l'une comportant des leçons de provençal langue vivante, l'autre retraçant l'histoire de la culture provençale. J'avoue d'ailleurs posséder ces livres et m'en être grandement inspiré pour l'écriture de cette vidéo, sauf les mauvaises blagues de l'introduction. Celles-là, elles sont de moi. Je tenais également à remercier Monsieur Desilles d'avoir bien voulu prendre le temps pour corriger cette vidéo et les quelques erreurs que j'avais pu y faire. Avant de vous quitter, je tenais à préciser que je compte faire une série de petites vidéos vous donnant des petits lexiques de langue provençale. Voilà, en espérant que cette vidéo vous ait plu et que vous serez nombreux à me suivre et à me partager. Je vous rappelle que toutes les sources de cette vidéo sont en description. Aime-vous grammation, à se réveiller.